Dans les années 60, l'image des États-Unis est discréditée. Entre 1955 et 1975, c'est la guerre du Vietnam, qui est une guerre liée à la guerre froide, et elle est extrêmement impopulaire aux États-Unis. Et il y a de nombreuses manifestations contre celle-ci à cette époque. Sur le plan économique, les États-Unis sont en difficulté. La guerre du Vietnam est un gouffre financier. De plus, en 1971, c'est la fin de la convertibilité dollar-or et le premier déficit commercial depuis un siècle. En 1973, une crise économique frappe le pays due au choc pétrolier. Les États-Unis ont des concurrents économiques de plus en plus importants comme l'Allemagne ou encore le Japon. C'est vraiment l'affaiblissement de la puissance des États-Unis. Certains alliés prennent même leur distance. En 1966, la France du général de Gaulle quitte le commandement de l'OTAN. Au niveau démocratique, c'est également compliqué. L'assassinat de Martin Luther King en 1968 provoque une nouvelle vague d'émeutes raciales. De plus, le scandale du Watergate en 1972 qui implique le président Nixon, qui est soupçonné d'avoir voulu espionner le Parti démocrate, le contraint à démissionner en 1974 avant la fin de son mandat. Sur le plan extérieur, pour réaliser l'endiguement, les États-Unis œuvrent en coulisses en encourageant, voire en orchestrant, la mise en place de dictatures anticommunistes, comme au Brésil en 1964 ou encore au Chili en 1973. L'année 1969 est une année noire pour les États-Unis. Une politique anti-américaine est mise en place dans le nouveau régime islamique d'Iran. Des Américains sont pris en otage à l'ambassade de Téhéran. Le 4 novembre 1979, 400 étudiants iraniens assiègent puis occupent l'ambassade américaine à Téhéran et détiennent 60 diplomates en otage, qu'ils ne relâchent qu'un an plus tard. Le président Jimmy Carter et les États-Unis sont durablement humiliés. En 1981, Ronald Reagan a comme slogan « America is back ». Il veut réaffirmer le leadership des États-Unis. Il décide de reprendre la course aux armements avec le programme IDS, l'initiative de défense stratégique, et il mène une politique intransigeante vis-à-vis de l'URSS qui est qualifiée d'empire du mal. On entre dans une phase dure de la guerre froide. Les États-Unis interviennent contre le communisme, en Afghanistan ou encore au Nicaragua. Reagan pousse l'URSS dans ses retranchements. Ils ne peuvent suivre la compétition technologique avec les États-Unis. À la fin des années 80, c'est la victoire finale des États-Unis. En 1985, c'est l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev en URSS. Il renonce à la confrontation Est-Ouest pour régler les problèmes internes en URSS et il renonce également à imposer son modèle aux pays d'Europe centrale. En 1989, c'est la chute de Berlin. En 1991, c'est l'éclatement de l'URSS. À la fin de la guerre froide, les États-Unis peuvent apparaître comme le leader d'un monde réunifié. On parle alors d'hyperpuissance américaine. Il ne faut pas confondre superpuissance, qui est un qualificatif utilisé pendant la guerre froide, et l'hyperpuissance, qui est une puissance sans égale, dominant dans tous les domaines, employés pour qualifier les États-Unis après la guerre froide. Les États-Unis ont alors de nouvelles responsabilités, dont celle d'être les gendarmes du monde. On le voit dans la guerre du Golfe en 1990. L'Irak, dirigé par Saddam Hussein, envahit son voisin le Koweït. Les États-Unis, dirigés par George Bush, prennent la tête de la coalition internationale envoyée par l'ONU. Ils présentent cette guerre comme le prélude à un nouvel ordre mondial fondé sur le droit et la justice. Mais les conflits se multiplient aux quatre coins du globe et les États-Unis ne peuvent pas être partout. Created using Powtoon.